Nous sommes le 20 février 2020, voici notre 246e épisode. Nos chroniqueurs de la semaine partagent avec nous le résultat de leur veille web et technologie selon leurs affinités personnelles. Cette semaine, il sera entre autres question d'un gadget capable de rendre sourds nos appareils les plus indiscrets tels qu'assistants vocaux ou téléphones. On parlera aussi de sécurité et des accusations des États-Unis à l'encontre de Huawei. En Belgique et dans certaines régions de France, si on n'a pas de pétrole, on a au moins de la pluie et apparemment ça vaudrait de l'or. Apple semble vouloir prendre ses distances avec certains fournisseurs tels que Qualcomm ou encore Intel. On parlera aussi de nos données médicales, de Netflix, d'écologie et de plein d'autres choses. N'attendez pas pour partager cet épisode dans vos réseaux, n'hésitez pas à le commenter également. Merci de nous accueillir et bonne écoute. C'est un 246e, oui, je dis bien, épisode qui démarre ici. On a eu plein de petits pépins techniques, hein, je vous le dis comme ça au passage. Vous ne les avez pas entendus, évidemment, mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Un démarrage un petit peu chaotique. Merci à tous les deux d'avoir pris patience durant ces quelques réglages. Marc d'un côté, Sébastien, l'autre Sébastien, pas l'ancien, pas le chauve non plus, un autre Sébastien. C'est sa deuxième prestation chez les technos. Merci de votre patience, merci à vous de nous écouter évidemment. Un rapide remerciement également à ceux d'entre vous qui ont commenté les précédents épisodes ou simplement le podcast de manière générique, j'ai envie de dire, comme Maïko sur Apple Podcast France. Il a trouvé le bouton sur lequel cliquer pour laisser un petit commentaire, c'est très bien, merci beaucoup. Merci à Alimoun, à Cédric Conessa, à Exodus, à Jax, à Richard Cabot, à Valentin Aorto, à Paul Windy, ou à Windy Paul, je ne sais pas, à Sombre Papa, au Petit Photographe, à Sarah, à Rafi Farah, à Oléastre57, Angris Boy, ainsi que C'est pas normal, c'est son pseudo, qui ont laissé pour en ce qui leur concerne des messages et des commentaires via YouTube, ce qui est souvent le plus facile, et c'est là également qu'on vous répond quand ça s'y prête. Les chroniqueurs de chaque épisode lisent vos commentaires et y répondent quand c'est nécessaire. Bonjour Marc, bonjour Sébastien. Marc, tout va bien? Salut. En forme? Bien. Voilà, merci à Sébastien d'être là aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre directement avec notre abécédaire parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je trouve. Hein, c'est vrai. La lettre A, parce que finalement c'est vrai que je peux me reposer. La lettre A comme Apple, comme c'est souvent le cas, c'est avec Sébastien qu'on parle d'Apple qui testerait des processeurs AMD. Tenez, c'est vraiment voilà, c'est fini Intel alors ou... Alors j'aime pas commenter les rumeurs d'habitude, mais celle-là est intéressante. Il y a des petits malins qui s'amusent à regarder les fichiers qu'Apple fournit dans les bêtas, extraire les chaînes de caractères, et ils ont trouvé des références à des processeurs AMD, ce qui laisserait supposer que Apple pourrait prendre ses distances d'Intel et s'approvisionner. Dans le titre original que j'avais partagé, j'avais mis So what? Et alors, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Pas grand-chose, parce que les performances de ces processeurs sont assez similaires. Que ça soit un Intel ou un AMD, vous ne verrez pas la différence. Il y aura peut-être des petites différences à gauche, à droite de performance sur certaines applications. Et encore, je ne suis même pas sûr. Moi, ce qui m'impressionne plus dans cette news-là, c'est qu'on porte un système d'exploitation sur une autre plateforme. Alors, vous allez me dire, Intel et AMD, c'est quasiment la même chose, chou vert et vert chou, en tout cas au niveau binaire. Mais Apple, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Il y a quelques années, pour les plus âgés d'entre nous, ils se souviendront que les Mac tournaient sur des PowerPC avant, et qu'Apple a fait une transition PowerPC vers Intel qui était de mon point de vue totalement inodore, incolore. C'est passé comme une lettre à la poste, alors que c'est allé changer le cœur de la machine sur des architectures qui sont complètement différentes. Un bête exemple, un processeur PowerPC ne code pas les chiffres dans le même ordre qu'un processeur Intel. Un processeur Intel, il inverse les chiffres. Donc, pour généraliser un peu, si on met 28 au cœur de la machine, ça sera d'abord le 8 et puis le 2, tandis qu'un PowerPC, c'est dans l'autre sens. Donc ça veut dire que simplement échanger des fichiers entre les deux systèmes, il faut que quelqu'un y pense, remettre tout ça dans l'ordre, et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors passer d'Intel à AMD, so what? Ça ne devrait pas changer grand-chose, mais ça montre une chose en tout cas, c'est qu'Apple aime bien contrôler ses chaînes de production, aime bien contrôler
ces relations avec les fournisseurs, et ça leur donne peut-être un levier un peu plus puissant pour négocier avec l'un et avec l'autre. C'est une rumeur récurrente, hein. Là je me tourne vers Marc parce qu'on avait déjà parlé de ça il y a quelques temps, me semble-t-il. Il y avait déjà eu ce type de rumeur, ça avait un petit peu énervé du côté d'Intel d'ailleurs, qui avait dit ah, bah, si c'est comme ça, un peu renfrogné, avait dit bah, si c'est comme ça, on coupe court à tout. c'est un petit peu des bras de fer comme ça qui se passent. Alors, entre un tel qui dit on coupe court à tout et un tel qui coupe court à tout, oui. On va dire qu'il y a une sacrée marge. Ceux qui me connaissent un peu mieux savent que j'ai bossé chez Intel. J'étais là au moment où le passage s'est fait entre PowerPC et Intel. Je peux vous dire que vu l'énergie qu'Intel a mis pour obtenir le contrat, ils ne sont pas prêts de le lire. Voilà, ils n'auraient pas coupé court comme ça. Et à mon avis, si Apple doit décider de faire un shift sur une architecture qui reste une architecture x64 standard, de toute façon ça ne bouge pas. Intel va probablement sortir soit certains avocats de leur placard pour leur balancer dans les dents à Apple tous les termes et les petites clauses en corps 1 au bout du contrat de 800 pages que Apple a dû signer. Ou alors, chose que Intel fait parfois aussi, Intel va baisser sa culotte pour conserver le contrat. Ça ne serait pas la première fois. Hein. Et il y a deux choses aussi. On pourrait imaginer des gammes différenciées avec des gammes pro avec Intel, des gammes entrée de gamme avec AMD. Et puis il y a un débat sur le côté également, et Marc peut commenter peut-être ça aussi, c'est apparemment, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas un spécialiste de puces, mais AMD est un peu plus en avance qu'Intel pour le moment. Toujours une course à plusieurs vitesses, en matière de GPU, de Graphical Processing Unit, ce qui intéresse beaucoup Apple, qui ne veut pas nécessairement travailler avec Nvidia, qui est trop cher et difficile à mettre dans des portables également. Donc ça pourrait être une piste aussi. Ça pourrait être une piste. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'Intel avait déjà commis à l'époque, notamment pour toute une série de NUC, les petits ordinateurs embarqués, des puces hybrides qui embarquaient un chipset i5 ou i7 couplé à un circuit graphique Nvidia, le tout dans un seul die, donc dans un seul processeur, qui était assez redoutablement efficace vu le rapport qualité-prix. Il n'est pas impossible que ce genre... Alors, ce n'est plus commercialisé officiellement, mais le produit existe toujours. Ce ne serait pas difficile de leur faire passer sur les dernières générations de cœurs, sur les i7 ou même les i9. Et donc, Intel pourrait tout à fait proposer ça. Maintenant, tu disais effectivement passer en entrée de gamme sur du AMD et du haut de gamme sur du Intel. Moi, je voyais plutôt le contraire, parce qu'effectivement, les derniers Ryzen, les derniers Threadripper du côté AMD dépotent quand même grave méchamment leur mère, et là Intel est un peu à la traîne, ou alors ils doivent dégager des processeurs qui sont assez monstrueux avec des dégagements qui coûtent très cher en plus. Alors l'expression c'est quoi? Grave méchamment leur mère. Oui, c'est pas grave. Écoute, on essaye de rajeunir un peu le podcast, évidemment, qu'on gagne un petit peu d'auditeurs plus jeunes. Et puis, ce jeunisme ne te ressemble pas. Ce sera peut-être le titre de l'épisode. Hein. Voilà. L'épisode 246 Sinon, qui généralement, grave. On dit... Voilà, qui dépote grave, mais sinon on parle de choses avec des pingouins sur la banquise, mais ça c'est... Voilà, oui, non, ça c'est autre chose, c'est tout à fait... Ouais. Oui, c'est ça. Ou des poneys aussi, ou des licornes. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui toujours n'est qu'une rumeur, mais c'est intéressant de se positionner et de dire de prendre un peu de recul, de dire qu'est-ce que ça va changer pour l'utilisateur final. Finalement, pas grand-chose, et on imagine forcément que les choses seront bien faites, et que donc ça sera pour le bénéfice aussi du consommateur. En tout cas, c'est ce qu'on ose espérer. Bon, on peut passer à la suite. La lettre A comme antenne. On parle encore d'Apple du coup, parce que de ce côté-là aussi il y a de l'évolution. On parle beaucoup de la 5G évidemment, et là Apple pourrait un petit peu se départir de Qualcomm qui est avec lequel ils sont aussi très 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 installés, on va dire. Ouais, il faut savoir que dans un smartphone, il y a deux machines. Hein. Il y a le téléphone traditionnel et puis il y a l'ordinateur de poche. Et Apple travaille avec Qualcomm depuis de longues années pour la partie modem, donc la partie data, communication, 4G, etc. Et la partie téléphone et les antennes aussi. Et là aussi, il y a de plus en plus de papiers qui sortent. Ils disent que Apple pourrait fabriquer ses propres antennes plutôt que de les acheter chez 5G. Alors là, nouveau, c'est comme le sujet précédent, qu'est-ce que ça change pour
pour nous, probablement rien. En revanche, quand j'ai lu ça, je me suis souvenu d'un scandale d'antennes mal positionnées sur je ne sais plus quelle série d'iPhone, et que voilà, faire des antennes, c'est pas ça a l'air simple, une antenne, c'est un bout de métal quelque part qui envoie et reçoit des ondes, mais c'est pas si simple que ça. Et de les faire dans des téléphones, c'est encore moins facile vu les contraintes de ces appareils-là, et que ça ouvre la porte à de futures rubriques dans les techno épisodes 280, 300 et quelques plus tard. Je pense que c'était l'iPhone 5 qui posait problème avec parce que c'était si je dis pas de bêtises, hein, c'était un peu comme le SE maintenant, mais c'était quand on le tenait en main, en tout cas, il fonctionnait moins bien que quand on le lâchait. En gros, ce qui était bête pour un téléphone, il fallait le poser sur une table et parler devant comme ça pour être sûr que ça fonctionne. Donc voilà, ce sont des petits problèmes liés à de la production, à de l'architecture. On se doute que c'est quand même des sommes de technologie. Je pense que c'est pas la seule marque d'avoir fait des erreurs de conception, hein, c'est très clair. Bon, maintenant, Qualcomm, c'est pas que l'antenne, j'imagine qu'il y a aussi du chipset derrière, hein, c'est le chipset 5G, donc c'est important, quoi. Donc il faut voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'Apple aime bien contrôler ses appareils de bout en bout, la partie logicielle et la partie hardware. Et s'il se désengage de Qualcomm d'une façon ou d'une autre, ben, ce sera les mêmes discussions contractuelles dont on parlait avec Marc avant, et Intel et AMD, parce que c'est des volumes énormes évidemment. Mais ça montre aussi cette volonté d'Apple de contrôler de A à Z leur production. Maintenant, on ne devient pas un antenniste du jour au lendemain. Il faudra probablement quelques années pour apprendre ce métier également, malgré la quantité de cerveau et de talent qui travaillent pour Apple. On verra. C'est marrant que les deux informations, à la fois AMD et à la fois Qualcomm, sortent à peu près dans la même période. Ça veut dire que ça travaille quand même. On a eu d'autres informations concernant le coronavirus qui impacterait également la production chez Apple, ce qui a fait également un petit peu frémir les bourses de manière générale. Et donc voilà, on sent qu'il y a aussi une volonté peut-être de produire local, de ramener des choses aux États-Unis, un petit peu pour plaire également à leur président, peut-être, des choses comme ça. On en parle de plus en plus. C'est toujours de Apple dont on parle, évidemment, quand il s'agit de ce genre de choses, parce que c'est le plus gros, c'est celui qui prend le plus de place, c'est celui qu'on voit le plus. Qui est le plus visible. Hein. Le plus visible, ouais. Et puis il y avait des tas d'autres annonces Apple cette semaine également, mais ils ont annoncé une conférence de presse, donc on s'attend à voir des nouveaux modèles d'iPhone, etc. On en parlera dans les prochains épisodes. Oui, sûrement. Donc ça, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. D'autres que nous en parleront aussi, et donc on va pas s'énerver autour de ça tout de suite. Je ne sais pas ce que pense Marc de cette histoire. Même constat que par rapport à Intel, hein, Qualcomm, même combat, quoi. Oui, et bon, on disait qu'on ne s'improvise pas antenniste du jour au lendemain. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, on ne s'improvise plus quoi que ce soit. On rachète. On rachète des boîtes qui sont plus vieilles que nous et on ne se casse pas la tête. Donc, le souci de vouloir contrôler hardware et software bout en bout, jusqu'aujourd'hui, ça a quand même donné des preuves d'une supériorité, en tout cas par rapport à d'autres sociétés, par rapport à d'autres constructeurs. Bon, le contrôle à tout prix, je ne suis pas trop partisan non plus. Ouais. À suivre, comme on dit toujours dans ces cas-là, voilà. On verra bien ce qui se passera. Ça risque d'être passionnant en tout cas, hein, parce que c'est stratégique, c'est technologique, c'est tout ce qu'on aime, donc ça à suivre, il n'y a pas d'autre mot. Allez, on va parler bracelet. B comme bracelet, Marc, on va parler d'un bracelet pour rendre sourds les assistants et les téléphones. Ça, c'est peut-être pas mal finalement pour garder un petit peu d'intimité. Oui, c'est une réflexion qui en fait est née d'une observation. Voilà, on est de plus en plus envahi, vous êtes de plus en plus envahi de petits objets, de petits bitouniaux, de petits assistants, voilà, les petits Google Home Mini, les Google Home tout court, les enceintes Sonos avec Alexa, voilà, tout ce qui nous est vendu aujourd'hui est assaisonné d'une sauce assistant, qui évidemment, pour être efficace, doit écouter en permanence ce qui se passe, ou en tout cas avoir des micros allumés pour pouvoir répondre à certains mots-clés, pour pouvoir se déclencher. C'est très sympa, c'est très bien. Nos téléphones sont remplis de manière un peu forcée parfois par les mêmes assistants, toujours avec la même contrainte, à savoir les micros qui restent allumés et qui épient ce qui se passe autour. Tout ça c'est très bien, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça.
Moi, par exemple, je n'ai jamais voulu avoir ce genre de bitonio chez moi. Sur mon téléphone, c'est tout à fait désactivé, que ce soit sur mon iPad, sur mon appareil principal ou pas. Et apparemment, c'est la réflexion que s'est fait une dame qui s'appelle Heather Zhang, qui est informaticienne, professeure d'informatique à l'université de Chicago et qui fait partie de ce qu'on appelle le Human Computer Integration Project. Donc, c'est un groupe de travail qui, entre autres, vise à produire des appareils qui sont utiles vraiment, qui permettent de faire des interfaçages vie quotidienne, produits informatiques avec une utilité pratique. Et donc, ici, ils se sont... Avec son mari, elle a eu cette réflexion en se disant, voilà, c'est très bien, on est entouré de tous ces trucs, qu'est-ce qu'on peut faire de manière simple et de manière efficace pour court-circuiter un peu toutes ces oreilles indiscrètes qui finalement nous écoutent sans qu'on ait vraiment donné leur consentement. Parce que finalement, même si chez vous, vous décidez de bloquer ce genre d'appareil, il suffit que vous alliez passer une soirée chez un couple d'amis qui sont un peu fondus de technologie, qui sont mis partout, et voilà, vos conversations seront épiées, etc. Et donc, le gadget qu'ils ont mis au point, avec l'aide d'une autre personne, qui est un monsieur qui s'appelle Pedro Lopez, ils ont conçu un bracelet qui est en fait assez marrant. C'est un bracelet normal sur lequel vous allez voir 24 petits haut-parleurs. Alors oui, visuellement, c'est encore assez prototype. C'est top fashion aussi. Et voilà, c'est élégant. Maintenant, je suis certain qu'il y a dans certains milieux des accessoires de mode griffés qui doivent se vendre plusieurs milliers d'euros et qui sont considérés très beaux avec en plus voilà, une cape ou une... Enfin bon, soit, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, toujours est-il que le bracelet est hérissé de 24 haut-parleurs qui sont capables d'émettre des signaux suffisamment puissants dans la bande des ultrasons. Et les signaux donc, sont émis sur des fréquences ultrasoniques légèrement décalées, ce qui font qu'elles créent un champ sonore inaudible pour l'oreille humaine, mais qui peut court-circuiter complètement tous les micros aux alentours. Et donc finalement, le truc est très bien pensé. Il y a certains investisseurs qui auraient déjà contacté le couple pour porter le projet sur un stade plus industriel. Oui, on comprend, parce que franchement, c'est mochissime, mais c'est efficace, ça fait le boulot. Rappelez-vous, ce n'est qu'un prototype, mais toujours est-il qu'à terme, le couple espère, avec l'aide de ses investisseurs, pouvoir aboutir à un produit fini et le commercialiser à un prix final inférieur à $20. $20, c'est rien. Pareil. Alors, à ce prix-là, c'est clair que si en plus c'est portable, ben, on va s'en prendre des palanquets entières. Évidemment, là, c'est un prototype. Tu fais bien de le rappeler, de le préciser à maintes reprises. C'est moche. C'est pas du tout fonctionnel. Ou alors, ça va te faire. Tu vas avoir un bras de 10 cm plus long que l'autre à force de porter cet engin qui est monstrueux. Mais ça fait la démonstration et ça fait la blague, comme on dit. Ce qui est plutôt pas mal. Moi, je suis pour ce genre de truc, franchement. Totalement. Oui, si je vais demain chez Sébastien, l'autre Sébastien, et que j'ai pas envie d'être épillé parce que chez lui il y en a partout, chez toi aussi, ben voilà, voilà, pouf, je pousse sur le petit bouton et on se met en mode silence et voilà, moi je trouve ça plutôt malin. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est qu'il faut que la technologie produise des objets pour contrer finalement une autre technologie, enfin pour pallier à un autre problème. Enfin, c'est très particulier quand même. On va produire des objets, donc consommer de l'énergie, commercer, ça c'est plutôt positif, mais dépenser de l'énergie pour fabriquer des broles. Je mets des guillemets à ce mot très belge, pour contrer d'autres broles, et j'y remets de nouveau des guillemets. Ça pose quand même quelques questions sur l'état de notre société, non ? Mais écoute, comme d'habitude, le truc le plus simple et le moins cher pour commencer, c'est de ne pas consommer. C'est ça, voilà. Donc c'est peut-être ça la conclusion. Moi, quelque part, je trouvais plus amusant, même si ça, je trouve ça malin, mais je trouvais plus amusant le petit capuchon en plastique qu'on mettait sur le... Oui, on en avait parlé, je sais qui ressemblait à une grosse moissure molle. Oui, c'était pas mal du tout. Je trouvais ça plus rigolo, mais tu peux pas avoir tous les modèles sur toi quand tu vas chez des amis, quoi, tu vois. Non, mais tu peux avoir une batte de baseball et éclater l'appareil, ça marche aussi. Après, tu vas perdre tes amis, sauf si ton amitié passe au-delà de la
appartenance au truc. On est bien d'accord. En attendant, vous pouvez appuyer sur le petit bouton mute qu'ont tous ces appareils, que ce soit Google ou celui d'Amazon. C'est pas faux. Vous pouvez désactiver les micros. Et puis je regardais le prototype et je me disais, à un moment, ça va être miniaturisé. À quand est-ce qu'on aura ça dans notre téléphone, par exemple? On pourrait imaginer avoir une app et que ça soit le téléphone qui émette ce genre de son. Oui, c'est vrai. On a de toute façon le téléphone avec nous. Une mise en abîme intéressante, c'est les téléphones qui t'écoutent, mais à côté, tu as la fonction silence. C'est juste absurde, en fait. Ça existe déjà. Ça s'appelle la désinstallation. Oui, c'est ça. Ceci étant dit, et je profite de l'occasion pour faire une petite parenthèse, mais tout de même importante, c'est qu'on vous a proposé, début de cette semaine, une série de hors-série consacrée aux technologies au service des personnes déficientes visuelles. Les assistants vocaux font partie de ces objets qui ont changé leur vie, et on en parle dans une des 5 capsules qu'on vous propose et qui est déjà disponible. Elles sont toutes les 5 déjà disponibles sur YouTube ainsi que sur SoundCloud. Elles vous seront diluées, j'ai envie de dire, en podcast dans les semaines à venir. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la 3e partie qui est consacrée à la domotique, dans laquelle on parle justement de ces assistants vocaux qui ont, comme je le disais, changé la vie de beaucoup de gens, et en bien pour le coup. Donc oui, c'est des technologies un peu invasives, mais il faut aussi voir le positif de ce qu'on peut en tirer, de ce qu'on peut, voilà, de ce qu'on peut en bénéficier, quoi, si je puis dire. On a fait le tour de cette question-là, ou on peut passer où on a encore maintenant on va passer au collier ou un autre objet de... Non, on va passer à boucle d'oreille. La lettre C, comme carbone. On peut parler, on parle aussi un petit peu d'écologie, hein, l'impact écologique de notre vie digitale, de tout ce dont on produit. Je parlais des bracelets à l'instant, mais il n'y a pas que ça, hein, Sébastien. Non, effectivement, il y a des chercheurs qui ont montré, ou estimé en tout cas, que les centres de données que nous utilisons, et je vais revenir et expliquer ce que c'est qu'un centre de données, consomment la même quantité de carbone, ou produisent la même quantité de carbone plus exactement, que le trafic aérien mondial. Donc c'est comme notre vie digitale et le trafic aérien mondial, c'est kiff-kiff en matière de production de gaz à effet de serre, de carbone. Alors c'est quoi les data centers? Ce sont ces grandes salles informatiques que vous avez déjà certainement vues, plein d'ordinateurs, dans des racks, dans des petites armoires avec des tas de câbles, et vous en utilisez tous les jours, même si vous n'en avez pas chez vous. Moi, j'en ai pas chez moi. Vous qui nous écoutez, vous n'en avez pas chez vous, mais quand vous regardez une vidéo sur YouTube, quand vous envoyez un email, quand vous faites un achat en ligne, quand vous écoutez un podcast, il y a des serveurs quelque part qui stockent cette information, qui transforment cette information, qui se connectent à des équipements de réseau pour véhiculer cette information. Alors, quand les médias parlent des data centers, souvent ils parlent des énormes groupes de data centers, des sociétés du cloud, les Apple, les Amazon, Google, Microsoft, pour ne citer que les plus grands. Mais les data centers, c'est beaucoup plus vieux que ça. Il y a 30, 40 ans, avant Internet, il y avait déjà des data centers. Votre banque a un data center, nos gouvernements ont des data centers. Toutes les sociétés ont un petit ou grand data center en fonction de la taille de la société, donc il n'y a rien de nouveau là. Et voilà, tout ça, c'est un coût énergétique relativement énorme en consommation d'électricité. Soyons-en conscients quand on utilise Internet, et que les informaticiens en soient conscients aussi, parce que je dévie un tout petit peu. J'étais dans une université il y a quelques mois dans le sud de la France, à Toulouse, pour parler avec des étudiants, et les profs qui m'avaient accueilli là travaillent sur des sujets de recherche de comment écrire du code vert. Donc, j'aurais posé la question, c'est quoi du code vert, et comment un développeur d'application peut faire des applications qui consomment moins d'énergie, par exemple qui sont moins grandes, au lieu d'avoir une appli à 300-500 mégas à chaque fois qu'il y a un update, faire des petits updates, prendre moins de bandes passantes, qui prennent moins d'espace disque, avec des algorithmes peut-être plus intelligents, qui consomment moins de cycles CPU. Et je trouvais ça fascinant qu'il y ait des sujets de recherche universitaire en ce moment sur comment produire de l'informatique plus verte. J'ai encore une chose à dire, oui. À moins que tu veux rebondir avant. Oui, non, j'ai plein d'idées, mais je vais te laisser continuer parce que je cherche une info en même temps. Comme ça, D'accord. Souvent, on parlait des GAFAM justement et des gros data centers du cloud qui sont souvent décriés, parce que c'est vrai, c'est des gros consommateurs. Je voudrais juste rappeler que toutes les grosses entreprises du domaine, que ce soit Google, Microsoft, Amazon, Apple, ont fait à différents moments des engagements pour être 100% carbone neutre en carbone dans les années qui viennent, et parfois de façon extrêmement agressive, quand on regarde ce que fait Microsoft par exemple dans ce domaine-là.
et que beaucoup d'études montrent que l'utilisation en électricité des data centers dits du cloud on consomme moins d'électricité si on groupe les applications ensemble. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais je vais un peu caricaturer. Si je prends ma banque locale, elle a son data center et puis elle a des pics d'utilisation en journée, un peu moins la nuit, mais les machines sont toujours utilisées la nuit. Tandis que dans les clouds, ceux de Google, de Microsoft, etc., comme c'est des clients d'origine différente, dans des secteurs d'activité différentes, sur des time zones différentes, il y a une espèce de lissage et un taux d'utilisation des machines qui est beaucoup plus élevé que dans des data centers privés, ce qui permet au total, par application ou par bit de données, de consommer moins de CO2, d'électricité que dans des data centers privés. Donc ne tapons pas toujours sur les gros data centers publics. Alors, avant de donner la parole à Marc, il y a certainement quelques remarques à faire sur ce sujet-là. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse. C'est qu'on a un chroniqueur occasionnel dans l'équipe qu'on appelle Stuff, et qui fait des conférences pour expliquer, et qui a écrit un bouquin d'ailleurs, pour expliquer comment coder ses applications mobiles de manière plus verte, entre guillemets, en tout cas moins gourmande en énergie, parce que finalement, c'est vrai que ça passe par là aussi, même si on a parlé de gros data centers avec de grosses alimentations, etc. Le fait de recharger moins fréquemment son smartphone, ça contribue aussi à dépenser moins, et donc c'est tout bénéfice pour tout le monde, parce que au-delà de l'aspect écologique, on dépense moins, donc normalement du coup on a un plus grand pouvoir d'achat. C'est juste mathématique, et donc ça, c'est pas mal aussi. Donc c'est vraiment dans l'air du temps d'essayer de faire un code propre aussi à ce niveau-là, performant quoi. En gros, on vient à des fondamentaux totalement attendus. Donc Marc n'avait aucun commentaire à formuler sur la question. Disons que franchement, la question, honnêtement, la question du code vert, c'est un truc qui m'a toujours fait sourire. Tu sais, il suffit, je te coupe 2 secondes, mais il suffit d'1% d'économie, c'est déjà beaucoup, hein, sur l'échelle de l'ensemble de tout ce bazar. D'accord. Et on a envoyé des gens sur la Lune avec 16 kilobits. Est-ce que je peux vraiment télécharger un gigabyte d'update de ma suite Office? Mais bon, on va laisser Marc aller au bout de l'idée. Vas-y. D'accord. L'idée, elle est très simple. Le code vert, l'aspect écologique, l'aspect neutralité, carbone, tout ça, c'est bien joli, mais ça ne masque effectivement pas le fait que les applications sont devenues des espèces de léviathans boursouflés de partout qui finalement embarquent un paquet de code totalement inutile. Ouais. On a vraiment perdu cette habitude de faire du code concis, de faire du code propre, de faire du code vraiment réduit à l'essentiel. Et voilà, je vais prendre un cas simple parce que c'est celui que je connais le mieux et que j'évolue là-dedans un peu tous les jours. Un des langages principaux dans lesquels je travaille, c'est le JavaScript. Et quand je vois la différence entre le code qu'on peut pondre avec du JavaScript de base et celui où maintenant absolument tous les développeurs ne jurent que par tel framework et tel packer et tel bundler et tel truc, et finalement pour réussir à pisser 2 lignes de code, il faut avoir installé 500 gigas de soft derrière. Non, alors qu'en fait, vous avez pissé 500 bytes de code, c'est tout. Oui, voilà. Mais c'est exactement ça. Hein. Donc on est tous d'accord sur le. Alors après, si l'aspect écologique, etc., ça peut passer au-dessus de la tête de beaucoup de personnes c'est aussi. Voilà, c'est en prime. Voilà, c'est pas négligé. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Tant mieux. Voilà, c'est de manière générale, l'idée c'est de faire des économies de toutes sortes. Et donc celle-là, cette économie-là, elle est profitable à plein de monde en fait, même à tout le monde. Il faut bien le reconnaître. Donc voilà, ça va dans le bon sens, comme on a l'habitude de dire dans ce cas-là. C'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est vrai que le label écolo qu'on glisse souvent facilement, hein, il est là, effectivement, mais c'est un des arguments parmi tous les autres, quoi. On commence par du code écolo, puis on va faire du code vegan aussi après. Mais non, l'information à retenir ici, c'est qu'on y pense, quoi. Ça devient un sujet de préoccupation sérieux. C'est des questions que mes clients me posent régulièrement. Oui, bien sûr. Ouais. Et que ça soit au niveau des data centers ou du code, toute la filière digitale commence à réfléchir au programme. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est bien, ça va dans le bon sens. On va pas non plus, on va pas critiquer ça. La lettre E comme Essential, qui met la clé sous la porte. Marc, il faut que tu nous rappelles ce que fait Essential si nécessaire.
Oui, parce que de toute façon, une fois qu'ils auront mis la clé sous la porte, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va se rappeler d'eux, vu qu'ils n'ont pas vraiment marqué les mémoires. Essential est né pour rappel, 2015-2016 par là. Je ne me rappelle plus vraiment la date exacte. Essential, c'est un monsieur qui s'appelle Andy Rubin. Ça va peut-être parler à d'autres. Andy Rubin, c'est le cofondateur de Android avant qu'Android soit racheté par Google. C'est ça. Donc, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un monsieur qui a une certaine stature, une certaine réputation. En 2014, Andy est parti de chez Google pour diverses raisons. On ne va pas s'étendre dessus. Et il a... ça, c'est pas chez moi. C'est cuit. Et donc, Andy a décidé de créer sa propre société et d'essayer de réappliquer à ce qui avait fait le succès d'Android, réappliquer cette méthodologie à du matériel cette fois-ci. Et donc, il a fondé la société Essential qui s'est donné comme mission de créer le premier smartphone réellement modulaire. Et donc, dans les faits, il y a eu différents prototypes. Marrant de voir qu'à la même époque, plus ou moins d'autres prototypes de téléphones totalement modulaires, mais avec un concept beaucoup plus poussé, comme le fameux projet ARA de chez Google à l'époque avait vu le jour. Toujours est-il qu'il y a un Essential Phone estampillé PH1 qui a vu le jour début 2017, si je me rappelle bien, fin mi-2017 par là, et qui était un smartphone finalement assez standard, avec des spécifications relativement haut de gamme, mais qui avait la possibilité de se voir greffer différents accessoires avec un petit système de connecteurs propriétaire qui était assez sympathique. Malheureusement, le truc n'a jamais pris. Ils ont vendu des quantités de téléphones relativement modestes. Les accessoires n'ont pas vraiment suivi non plus, donc il n'y a pas d'écosystème qui s'est développé autour, malgré les incidents poussés par la firme. Et on sait qu'un nouveau système qui n'a pas d'écosystème construit suffisamment solidement autour, généralement, il est condamné à brève échéance. Et donc, ils ont essayé de reprendre un peu le contre-pied en partant sur un projet différent, c'est le projet GEM, qu'on a vu brièvement passer, parce que c'est vraiment resté de manière très confidentielle à l'état de prototype aussi, voire de mock-up carrément, où ils ont essayé de réinventer un téléphone avec un format beaucoup plus particulier. On avait l'impression d'avoir une télécommande en fait, beaucoup plus étroit, beaucoup plus haut. On n'en a jamais vraiment su beaucoup plus parce que je crois qu'ils n'ont même jamais développé de prototype physique qui a été visible. Et donc en fait, suite à toutes ces mésaventures et finalement cette descente aux enfers, la société Essential a décidé de mettre la clé sous la porte et voilà. C'est fini, ils ont signé les papiers pour. Petite corollaire, hélas, pour les utilisateurs, en 2018, il y a une solution software qui s'appelait Newton Mail, qui était fort utilisée, une solution de mail dans le cloud, qui était éditée par la société CloudMagic, qui avait été mise à la poubelle aussi. Essential l'avait racheté pour le plus grand bonheur de tous les utilisateurs. Et évidemment, du coup, Newton Mail repart à la poubelle, et cette fois-ci, probablement de manière plus définitive. Donc, il faut voir les reins solides pour arriver à se positionner. Ouais. Mais malgré ça, ils avaient réussi auprès de leurs différents investisseurs et du fonds d'investissement que Andy Rubin avait lui-même fondé à l'époque en partant de chez Google, ça avait quand même réussi à lever 300 millions de dollars. Comme quoi, finalement, c'est pas le financement qui garantit un projet qui marche. Non, c'est vrai. Et des fois, tu as des projets qui osent dire ça va jamais fonctionner très très longtemps. C'est une notification chez Sébastien. C'est pas grave. On enregistre dans les conditions du direct, hein, donc c'est tout à fait normal que ce genre de choses arrive au moins une fois de temps en temps. Mais par exemple, je reviens sur ce que je disais, c'est que tu as des choses aussi ambitieuses, entre guillemets, mais faites avec de plus petits moyens. Je pense au Fairphone. Je pensais à ça quand tu parlais de téléphone modulaire, qui existent toujours, qui fonctionnent, qui se vendent, etc., qui font pas des levées de fonds monstrueuses, etc., mais ils ont leur petit public. Quand je dis petit, c'est pas péjoratif, hein, ils ont un petit volume de fabrication, mais avec des clients fidèles, manifestement, et ça leur permet de vivre et de grandir
un petit peu chaque fois, voilà, sans essayer d'aller chercher, et je pense que c'est pas le but, les cadors du secteur, quoi. Voilà, c'est ça aussi. Je sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter là-dessus ou pas. Et c'est difficile de rentrer dans le marché du smartphone aujourd'hui, en dehors de Samsung, d'Apple et de quelques autres. La boîte pour laquelle je travaille avait essayé il y a quelques années et s'est plantée magistralement oui, c'est ça. le Firephone. Le Firephone de chez Amazon. Et puis il y a eu des assembleurs aussi, un français qui n'était pas vraiment un fabricant, mais qui assemblait des pièces de différents fabricants chinois, qui avait un téléphone d'entrée de gamme à petit prix, qui a bien fonctionné un temps, et puis à un moment donné, les gens préfèrent des marques bien marketées, bien voilà, et c'est ça aussi, c'est la loi du marché, quoi. Ok, bon voilà, c'est bien dommage pour Essentiel. Ceci étant dit, on n'a pas, aucun d'entre nous, je pense, n'a vu la couleur d'un de ces appareils, hein, donc c'est voilà, ils vont pas vraiment nous manquer, quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Non, pas vraiment, voilà, non. c'est ça l'idée, quoi. La lettre E comme énergie, générer de l'électricité à partir de la pluie. Comme je le disais en préambule, certaines régions de France et de Belgique vont devenir très très riches dans peu de temps, si c'est le cas. Je ne sais pas qui nous amène cette news, Marc, c'est toi? Ah bah oui, voilà. Ouais. Comment va-t-on faire? Parce que de la pluie, moi j'en ai. Pour l'instant, c'est bon. Là, on est en pleine tempête de nouveau. Si on pouvait faire quelque chose rapidement pour alimenter le studio, par exemple. Ouais, alors bon, l'énergie électrique à partir de la pluie, c'est pas un truc nouveau, franchement. Utiliser la puissance hydromotrice pour produire de l'électricité, que ce soit avec des conduites forcées, que ce soit avec des microturbines, que ce soit avec des systèmes de recueil, de récolte de pluie sur les toits des immeubles avec des conduites qui amènent l'eau vers des microturbines pour équiper en énergie et générer couvrir les besoins sur des collectivités locales. C'est quelque chose qui se fait déjà. Au Mexique, par exemple, en Azerbaïdjan, il y a toute une série de projets et d'initiatives qui existent. Non, ici, c'est un peu différent. Ici, c'est un appareil, un ensemble de technologies qui était développé par des chercheurs de l'université de Hong Kong, qui vise en fait à utiliser une structure qui est semblable à un transistor à effet de champ. Alors, rappel, transistor, petit dispositif qui permet de réguler les tensions, les amplitudes, etc. du courant qu'on transmet d'un point à un autre, élément essentiel de toute l'électronique d'aujourd'hui. La différence entre un transistor classique et un transistor à effet de champ, c'est que le transistor à effet de champ utilise de mémoire un champ électrique intégré pour contrôler la conductivité d'une sorte de canal à l'intérieur du transistor même, donc pour mieux orienter le déplacement des électrons et optimiser la circulation du courant et la régulation des différents signaux qui passent dedans. Alors, les appareils qui ont été développés par l'université dans le cadre de cette étude, donc en se basant sur cette technologie, montrent qu'une goutte de 100 microlitres, donc un microlitre, c'est un millionième de litre, donc 100 microlitres libérés à partir d'une hauteur de 15 cm est suffisante que pour générer assez de tension électrique que pour allumer 100 petites ampoules LED ponctuellement. C'est instantané, évidemment. Une fois que l'allumage est fait, ça s'éteint automatiquement. L'équipe qui est arrivée à ces résultats estime que la tension obtenue est des milliers de fois supérieure aux tensions générées par les anciens générateurs qui utilisaient des technologies similaires. Donc ici, ils sont vraiment allés beaucoup plus loin. Et donc, en fait, pour pallier à cet effet d'instantanéité du contact, ils ont développé une technologie qui se base sur plusieurs électrodes. Et donc, lorsqu'une goutte tombe sur un récepteur, il se crée un circuit fermé et lorsque la pluie s'enchaîne, ça permet d'avoir un circuit continu. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'étape suivante, c'est d'utiliser cette technologie pour récolter de l'énergie à partir de la pluie à plus large échelle. Et donc, en fait, par exemple, il y a des recherches qui ont été menées pour développer des nouveaux types de revêtements qui font que ce sont des surfaces entières qui vont être traitées et qui vont pouvoir se comporter comme des électrodes géantes et qui vont pouvoir être
sensibles à la pluie qui tombe. Et donc, on pourra par exemple imaginer dans les pays où la pluie tombe beaucoup, comme chez nous, ben voilà, plutôt que de se balader avec une batterie dans la poche pour recharger son smartphone, on se baladera avec son parapluie. Le parapluie sera enduit, la toile du parapluie sera enduite avec un matériau qui justement permet de transformer la chute de la pluie en électricité, et vous aurez votre smartphone avec une prise USB étanche de préférence dans le manche du parapluie. Maintenant, de manière beaucoup plus sérieuse, parce que ça c'était un peu une caricature, mais c'est une des possibilités qui est envisagée. L'étude a montré que si l'interaction entre la hauteur de chute des gouttes et la surface de réception des dites gouttes, en modulant les différents facteurs, il y a moyen d'arriver à un procédé qui est suffisamment générique que pour être industrialisé. Et donc, ils espèrent que ce genre de procédé pourra faire l'objet d'applications pratiques dans les 5 ans. Donc, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, ça pourrait être combiné à des panneaux solaires en même temps, tu vois, faire les deux en même temps, comme ça, quand il n'y a pas de soleil, bah, aussi au moins il y a de la pluie, on peut quand même récupérer un peu d'énergie, des choses comme ça, voilà. Encore un truc qui pourrait, entre guillemets, aller dans le bon sens. Il faut voir si, au niveau industriel, les fabriquer ne va pas être plus polluant que les économies qu'on va pouvoir faire de l'autre côté. Donc, oui, ça c'est l'autre chose. Ça, c'est un autre problème, c'est un problème industriel, clairement, mais c'est assez bluffant qu'on puisse arriver, qu'il y ait des recherches dans ce sens-là, franchement, ça m'étonnera toujours, ce genre de découverte, en particulier. Je fais juste une toute petite parenthèse. Comme toujours, les références vers les infos qu'on vous donne sont dans l'article sur lestechno.be, mais également en commentaire sur YouTube, et on se fait fort de toujours mettre les références, parce que nous ne sommes pas journalistes, on s'inspire du travail des vrais journalistes, eux, pour pouvoir commenter et donner notre petite opinion sur ces différentes informations. Il y a des moments où je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolé de le dire, mais ces sapins de Noël faits que de publicité et d'un petit article au milieu, je n'en peux plus. C'est juste complètement insupportable, il y a des bannières, il y a des trucs, on ne sait plus où est l'info, ce n'est même plus lisible. Je trouve que les gens qui font ça, si la branche sur laquelle ils sont assis, voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour, mais celle-là, c'est juste insupportable. J'ai eu 4 pop-up avant de vous montrer la page à l'instant, c'est juste insupportable, quoi. Tout le monde doit vivre, mais pas au dépend de ma vue. Je suis désolé. Voilà. Je sais pas si Sébastien voulait rajouter un truc sur la news, pas mon coup de gueule, quoique. Non, sur le coup de gueule, je le partage également. Non, sur la news, j'avais la même réflexion que toi. Est-ce qu'on peut alterner sur un toit des panneaux solaires traditionnels et des panneaux nouvelle génération réceptifs à la pluie, ou simplement plus déployer les panneaux pluie dans les pays nordiques et garder le soleil pour d'autres pays. Enfin, c'est un moyen d'équilibrer également. Oui, donc c'est dans le bon sens. Tout à fait. Donc, à faire, comme on dit chaque fois, mais c'est vrai, à suivre, parce que là, c'est vraiment... voilà. Il y a des choses comme ça de temps en temps, des petites pépites qui ressortent. On avait parlé il n'y a pas tellement longtemps de panneaux capables de... Non pas des panneaux solaires, même s'ils réagissent au soleil, capables de fabriquer de l'hydrogène, fruit de recherche de l'université de Gand, si je ne dis pas de bêtises, en Belgique. Voilà, c'est le même genre de truc. Moi, ça me bluffe chaque fois. J'attends qu'une seule chose, c'est que ça sorte dans le commerce, c'est qu'on puisse l'acheter et l'utiliser. Parce que quand ça reste comme ça, juste sur papier, bon, bah, c'est vrai que c'est un petit peu abstrait. On voudrait bien voir le modèle construit, quoi, hein, le truc qui va nous servir à tous. Huawei, la lettre H comme Huawei. Alors, il paraîtrait qu'il y a des portes dérobées. C'est en tout cas ce que les Américains prétendent. Hein, oui, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les États-Unis, oui. Et c'est un article très sérieux également très sérieux Wall Street Journal qui rapporte des propos du gouvernement américain qui accuse Huawei, je ne sais jamais comment le prononcer, d'avoir inclus des portes dérobées dans ses équipements côté serveur. Donc ici, on ne parle pas des téléphones, on parle des équipements qui vendent aux opérateurs, aux Base, aux Orange, aux SFR de ce monde, Vodafone de ce monde, pour gérer notre réseau téléphonique GSM et data, 4G, 5G. Et Huawei se défend de façon intéressante en disant, dans beaucoup de pays, la loi nous oblige à mettre des backdoors dans nos produits, parce que la loi oblige les opérateurs, donc nos clients, sur requête judiciaire, à pouvoir intercepter une partie du trafic, ce qui ne me surprend pas, c'est pas nouveau, ça existe depuis des dizaines d'années, il y a des tas de pays qui font déjà ça avec le mail également.
Et ils disent, nous, on n'a pas accès à ça, c'est notre client a accès à ces backdoors si jamais il y a une requête judiciaire pour aller dans ce sens-là. Évidemment, le gouvernement de Donald Trump ne prend pas cette réponse pour argent comptant et menace deux choses. D'abord, de boycotter évidemment les produits UI, mais c'est pas nouveau, ça fait des semaines et des mois qu'il y a une guerre commerciale et ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large que simplement les télécoms, relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Et un nouveau développement qui est tombé hier ou ce matin, où il propose, enfin, où il menace plutôt de ne plus échanger des informations d'intelligence, donc des renseignements militaires ou des informations, j'ai envie de dire d'espionnage pour faire simple, avec les pays qui continuent d'utiliser les équipements UI. Donc c'est aussi une affaire à suivre. Ce qui est bien, à mon sens, c'est que ça attire le fait qu'il y a des backdoors légales dans des produits. Alors, c'est peut-être pas les produits de consommation de Monsieur Tout-le-Monde, mais dans les produits côté réseau. C'est là que c'est le plus efficace, d'ailleurs, si on veut attraper le trafic. Il ne faut pas aller sur mon téléphone, il faut aller se mettre au cœur du centre réseau. Et je rappelle que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi, j'ai déjà vu des projets dans des boîtes où je travaillais il y a très longtemps pour des gouvernements en Europe, où on mettait en place des procédures d'interception de mails, parce qu'il y avait des exigences légales que, sous demande d'un juge, tel opérateur doit remettre tous les mails qui est échangé monsieur machin entre telle date et telle date. Donc c'est pas nouveau, c'est à une grande échelle, ça existe. Et puis soyons conscients de ça. Ce que je trouve quand même culotté de la part des États-Unis, c'est qu'ils demandent exactement la même chose à Apple, à corps et à cri depuis des années, et qu'ils vont se plaindre du fait qu'un autre fabricant le fasse pour des raisons similaires, pour des raisons juridiques ou autres. Voilà. Je trouve ça quand même très culotté. c'est l'argument. Les États-Unis font la même chose. La plupart des pays avancés technologiquement font très certainement la même chose également. La semaine passée, vous parliez de la CIA, la NSA, qui a pris des parts de participation dans une société qui fabrique des solutions de cryptographie. Ils font la même chose à très grande échelle depuis très longtemps. C'est le jeu, on doit le savoir. Nous, en tant que consommateurs, on est là au milieu. Et heureusement, il y a des solutions de cryptographie qui nous permettent maintenant de chiffrer de bout en bout nos communications, si on ne veut pas être écouté. Enfin, là, une fois de plus, c'est un chapitre, je ne sais pas ce qu'en pense Marc, c'est un chapitre de plus dans cette saga qui oppose Trump, parce que c'est plus Trump que les États-Unis, quelque part aussi. Trump et les Chinois, de Huawei en l'occurrence, ça fera partie de l'histoire. C'est ça, Marc? Grosso modo, oui. Maintenant, est-ce que ça aura vraiment un résultat conforme à celui qui était attendu? Peu de chance. Cette partie-là, en fait, ce n'est vraiment qu'un tout petit pion qui est avancé sur l'échiquier géopolitique mondial. Il y a effectivement une grande partie d'échecs qui est en train de se jouer et qui, pour l'instant, a l'air de tourner à l'avantage des États-Unis. Maintenant, la Chine n'est pas sous-estimée et de toute manière, qu'on le veuille ou non, ils se sont positionnés en force sur certains marchés où ils ont des équipements qui sont, il faut le reconnaître, 5G. Plus efficaces, plus compétitifs que d'autres, et donc ils sont incontournables, qu'on le veuille ou non. Ceux qui voudront s'assurer de rester à la pointe de la technologie devront passer par eux, backdoor ou pas. Point. Oui, donc voilà. Mais au profit de qui, c'est toujours là la question. C'est ça qui gêne en fait. C'est pas tellement le fait qu'il y ait backdoor, c'est à qui en a la clé. C'est ça. Qui profite le crédit. Tant que c'est encadré juridiquement, qu'il faut un mandat d'un juge et que les conditions légales sont très strictes en disant c'est dans des cas de terrorisme, de pédopornographie, enfin Ok, je crois que personne n'y a quelque chose à redire, mais quelle est la garantie je vais te dire pourquoi, parce que quelle est l'indépendance d'un juge en Chine versus l'indépendance d'un juge chez nous? C'est ça. C'est exactement ça que je voulais en venir, c'est dire, mais quelle garantie a-t-on qu'on reste dans le cadre de les lois, que les lois ne vont pas changer, qu'il n'y a pas un guignol qui prendra la place de Donald Trump après, qui sera pire. Voilà. À partir du moment où la porte est techniquement ouverte et techniquement possible. Ici, il y a l'aspect légal, et puis l'autre chose qui me dérange, c'est de savoir que si la porte est là, il y en a d'autres qui vont la trouver. C'est une question de savoir si on va la trouver, c'est quand on va la trouver. Oui, donc du coup, oui. Et c'est un des arguments d'Apple aussi pour dire non, on ne le fait pas.
Ça, cette question de sécurité-là, on reviendra à ça régulièrement. On le fait régulièrement d'ailleurs avec toi et l'autre Sébastien et Marc aussi d'ailleurs quand on parle de sécurité. Tu voulais rajouter un petit truc, Marc Non. Je pense juste à Apple qui a dit qu'il ne le ferait pas, qu'il ne mettrait pas de backdoor, puis qui s'est écrasé comme une bouse devant la CIA et qui a décidé d'abandonner tout chiffrement de ses sauvegardes. Non, faut arrêter, quoi. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est un autre aspect du petit jeu. Je vous donne pas ça, mais je vous donnerai quand même un petit quelque chose derrière, voilà, pour question d'arrondir les angles. C'est comme ça, c'est la vie, c'est ce merveilleux monde des technologies, de la politique surtout, du coup. Voilà. La lettre J, je dis bien, hein, oui, la lettre J comme Jedi. Microsoft et Amazon sont en guerre autour du projet Jedi. Là, il va falloir que tu nous expliques de quoi il s'agit, Marc. Alors, Jedi. Il faut d'abord que je retrouve l'acronyme parce qu'effectivement, Jedi, c'était un truc. Alors, Jedi, ça veut dire Joint Enterprise Defense Infrastructure. Donc, c'est un truc qui vise à renouveler complètement l'infrastructure informatique de la défense américaine. Vous imaginez, c'est pas le petit clampin du coin qui va pouvoir venir avec ses 2 PC et son petit serveur. C'est un truc colossal. C'est un marché de 10 milliards de dollars. Alors, quand il y a un marché qui aligne autant de zéros derrière le premier chiffre, on s'imagine aussi que pratiquement tous les gros du secteur vont se ruer dessus. Et donc, effectivement, Microsoft, Amazon, Google... Non, pas Facebook, parce que de toute façon, eux, on ne veut même pas savoir ce qu'ils vont faire avec. Non, mais donc voilà, Amazon, Google, Microsoft étaient dans un bateau. Et puis, chez Google, les employés ont quand même apparemment une certaine force de persuasion et une certaine conception de l'éthique, parce que suite à leur pression relativement colossale, Google a décidé de se retirer du projet. Restaient Amazon et Microsoft. Jusqu'à ce que le Pentagone décide de sélectionner Microsoft pour porter le projet. Ce qui est assez étonnant parce que quand on regarde les différences en matière de scalabilité et de potentiel de déploiement entre Azure d'un côté et Amazon Web Services de l'autre, l'avantage techniquement va à Amazon. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide, c'est plus facile à déployer. Et voilà, les applications prouvent que Amazon est vraiment un partenaire de choix pour ce genre de truc. Donc, il a fallu commencer à creuser un petit peu et comprendre pourquoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que si vous vous rappelez bien, il y a quelques années, il avait quelques centaines de millions à dépenser, il ne savait pas quoi en faire. Jeff Bezos s'était offert le Washington Post. Le Washington Post est un journal de premier plan aux États-Unis qui a, hélas pour son propriétaire et hélas pour ses rédacteurs, la fâcheuse habitude de tirer à boulet rouge sur Donald Trump. Donald Trump n'apprécie pas beaucoup de tirer à boulet rouge sur lui. Donc, que fait-il ? Ben voilà, c'est pas quelqu'un qui est toujours très nuancé, donc il riposte. Et il riposte avec les armes qu'il connaît, c'est-à-dire les embargos. Voilà, tout ce que son passé d'homme d'affaires et d'entrepreneur lui a appris, ici, il se lâche complètement. Et donc, la conviction du côté d'Amazon, c'est que le fait que ce soit Microsoft qui ait été sélectionné pour le contrat Jedi par la défense américaine, encore une fois, c'est quelque chose qui viendrait directement des consignes données par Donald Trump pour punir Amazon d'avoir racheté le Washington Post, qui dit du mal du pauvre président Donald Trump. Donc on est en plein bac à sable, mais un bac à sable à 10 milliards de dollars quand même. Hein. Donc ici, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Amazon a décidé de déposer plainte contre le département de la justice. Voilà, il faut quand même avoir les cojones pour le faire. La plainte a abouti, dans le sens où le tribunal saisi a décidé de geler le projet le temps d'examiner les pièces et les éléments fournis par Amazon. Et finalement, derrière ça, c'est le département de la défense américaine qui se dit que voilà, c'est bien joli tout ça, mais nous, on continue à perdre un fric monstrueux parce que le projet, il court, les frais, ils courent, et nous, ça nous coûte entre 7 et 10 millions de dollars par jour. Alors, arrêtez le bac à sable et merci. Voilà. Ce genre exactement, histoire de bac à sable, c'est dingue de se dire. Alors,
au-delà de la news elle-même, de se dire qu'on en est là dans certains cas de figure, que c'est des conflits humains de personne à personne quasiment, où voilà, ah t'as dit du mal de moi, alors si c'est comme ça je te pique ton jouet. C'est quand même absurde. Même dans un mauvais polar ça ne marche pas, quoi. Enfin, dans un mauvais film ça fonctionne pas, quoi. C'est juste... Ouais, mais on a souvent tendance à oublier, parce que les montants engagés sont tellement gigantesques. Il ne faut pas oublier qu'on parle de dizaines, de centaines, de millions, de milliards. Voilà, ce sont des montants qui dépassent l'entendement pour les personnes communes que nous sommes. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que 9 fois sur 10, le genre de pédalage dans la choucroute que ces contrats induisent à un stade ou à un autre, allez, je vais dire un gros mot, mais c'est un problème de stouquette, quoi. Il fallait qu'on place une stouquette à un moment donné dans ce podcast. C'est à la mode. Les technos sans stouquette. Ouais, mais c'est ça. Et puis maintenant, les vidéos sans stouquette, aujourd'hui, ça fait plus de... Normalement, il en faut, quoi. Maintenant, c'est comme ça. Écoute, j'ai vu passer une annonce pour un téléphone qui bloque les vidéos de stouquette. J'ai eu peur, j'ai cru que tu avais vu passer une stouquette. Non, justement, j'ai vu passer une annonce pour un nouveau téléphone qui a une intelligence artificielle qui bloque les vidéos de stouquette et qui empêche de prendre une vidéo de stouquette. Je tiens à l'annoncer, normalement vous n'aurez pas de publicité sur cette vidéo, comme sur la précédente, parce que dès qu'on parle de stouquette, on est démonétisé sur YouTube. Même quand on rit un peu fort, on est démonétisé sur YouTube, il faut bien le dire. Donc voilà, là je ne demanderai même pas un contrôle humain. Ils vont se dire, le Belge il est fou, ils n'arrêtent pas de parler de stouquette et ils voudraient qu'on laisse la pub. Non mais ça va pas la tête, non. On peut passer peut-être au sujet. Oui, c'est ça. Il faut bien tomber, quoi. On passe à la suite. Ah, ça c'est une info intéressante, enfin comme toutes les infos, hein, d'ailleurs il faut bien le reconnaître, je tiens à le préciser quand même. C'est un article, en fait l'info c'est ça, c'est qu'on est tombé aussi bien Sébastien que moi sur, je pense sur le même article, très fouillé, qui concerne nos données médicales au travers, là en l'occurrence c'est du service Doctolib, un service français, hein, on n'a pas ça en Belgique, je serais presque en train de dire malheureusement parce que ça a l'air d'être bien pratique. De quoi s'agit-il, Seb ? Tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Oui, deux petites choses. Doctolib, d'abord, c'est une application médicale qui permet à tout un chacun de prendre rendez-vous avec le docteur, le généraliste, le spécialiste du coin, très facilement. Il nous envoie des notifications pour nous rappeler qu'on a rendez-vous. On peut voir son historique de rendez-vous dans l'application. Moi, j'habite en France, donc on l'a pas en Belgique, mais moi, j'habite en France, donc je l'utilise. Et leur business model, c'est de vendre ça aux médecins. C'est les médecins qui payent pour faire partie de Doctolib. Et ça fait plus que ça pour eux, c'est vraiment une application intégrée de gestion de calendrier, de prise de rendez-vous, si j'ai bien compris, parce que du coup j'ai posé des questions à des médecins aussi. Et donc, les gens qui opèrent la plateforme ou l'application Doctolib, ils reçoivent de nous, les patients, des tas d'informations sur qui on est, où on habite, l'âge qu'on a, et la fréquence à laquelle on voit les médecins et quelle spécialité on voit. Alors, ils n'ont pas les diagnostics médicaux, mais quand même, ils ont quand même des données sensibles liées à notre santé. Et donc, en France, il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce que c'est sûr? Est-ce que je dois utiliser Doctolib? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données? Et donc, de France Info ont fait une enquête très 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 fouillée, un long dossier dont vous retrouverez l'URL dans les notes du podcast sur que se passe-t-il avec mes données, est-ce que l'application respecte la loi et quels sont les risques de dérapage possibles. Et pour le moment, j'ai envie de dire, la nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle, c'est que Doctolib respecte la loi. C'est la fameuse GDPR en anglais, RGPD en français, le règlement européen de protection des données. Et les journalistes ont vraiment adressé les différents motifs d'inquiétude les plus courants. Un de ces motifs d'inquiétude, vous savez que la RGPD vous autorise à réclamer l'ensemble des données qu'un prestataire a sur vous. Et des gens ont essayé, du coup, pour tester la procédure de Doctolib, et ils n'ont pas reçu tout leur historique. Ils s'inquiétaient, tiens, pourquoi est-ce qu'on me donne des informations que je connaissais, mon nom, prénom, date de naissance, mais pas l'historique de mes rendez-vous. Et en fait, c'est un peu compliqué, il faudrait un juriste à côté de nous pour expliquer ça, mais Doctolib est traité comme un prestataire, tandis que le dépositaire des données, c'est le docteur chez qui on prend son rendez-vous.
Donc, ça serait à lui de donner les données du rendez-vous et pas à Doctolib qui est vu légalement comme un prestataire. Donc, il y a d'autres points. Ils ont creusé où sont stockées ces données. Est-ce que c'est correctement chiffré? Est-ce qu'ils partagent ces données avec des tiers? Ce qui, légalement, de nouveau, sous le contexte de la GDPR, serait possible, à condition que ça soit anonymisé. Mais là, Doctolib répond clairement, on ne le fait pas. Les seules questions qui restent un peu à la fin de l'article, c'est si un jour Doctolib est revendu à quelqu'un d'autre, pas nécessairement un acteur européen, on pourrait imaginer une multinationale américaine ou chinoise. Pour l'occasion, je ne vais pas taper sur les États-Unis sur ce coup-là. Étranger, en dehors de l'Europe. Voilà, c'est ça. Qui reprend. Est-ce qu'ils seront soumis aux mêmes règles RGPD? Oui, parce que ça concerne des citoyens européens, français en l'occurrence ici. Et donc, a priori, circuler monsieur, dame, il n'y a rien à voir. On respecte la loi, même si de temps en temps, il y a des petites frictions, comme cette histoire d'historique que Doctolib ne communique pas. Mais ils sont carrés, ils respectent la loi, ils expliquent pourquoi, comment. Allez-y lire l'article, c'est super intéressant. C'est ça aussi qu'on voulait dire, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des articles aussi détaillés, fouillés, etc. Il y en a régulièrement sur plein de domaines, mais au niveau technologie, on est un petit peu pauvre. De temps en temps, on va pas toujours au fond des choses. On tombe sur des articles intéressants, mais moins fouillés quand même que ce qui a été proposé ici par cette enquête France Info. Et c'est pour ça qu'on le cite aussi, même si de toute manière, on met toujours le lien de l'article dont il est question dans notre article, dans notre blog, lestechno.be. Ici, on le fait avec d'autant plus de plaisir que voilà, ça fait plaisir à lire. Ça fait voilà, on a appris des trucs. On reste un petit peu sur sa faim. C'est un peu normal. C'est un peu le but aussi. Ça questionne. C'est dans ce sens que c'est aussi un bon article, mais fouillé avec une interview des responsables, etc. Donc voilà, ça valait le coup quand même de le mettre, de le montrer, de montrer ce que c'est un bon article de presse, tout simplement, sur des sujets comme ça. Voilà. Et puis on parle régulièrement de problèmes de sécurité informatique, de perte de données. Ici, il y a un truc qui marche, c'est qui est carré par rapport à la loi. Autant le dire aussi à moins de prouver le contraire. Le contraire un jour. Évidemment. Je ne sais pas si Marc avait été tombé sur cet article sur Doctolib. C'est vrai qu'on est moins sensible, puisque Doctolib, je le répète, c'est un service qui n'existe pas chez nous. Il y a d'autres services, mais moins connus et un peu plus... Voilà, ça dépend un peu des médecins qui délèguent en quelque sorte à un service tiers l'organisation de ces rendez-vous pour se faciliter un peu la vie, mais pas aussi installé que cette application-là, manifestement. Mais malgré tout, c'est vrai que ça pose la question, et on pourrait se poser la question aussi, donc du coup, sur est-ce que ces données-là sont aussi bien sécurisées que le reste, mon dossier médical, etc. Ça ouvre, ça questionne, quoi. Le reste de ton dossier médical, au vu des news qu'on a traités dans les derniers numéros, si tu te rappelles, est très bien protégé. Maintenant, Doctolib, je ne connaissais pas du tout. Effectivement, je sais qu'il y a des plateformes qui existent en Belgique, mais je ne me suis jamais vraiment intéressé. J'ose croire, avec les illusions et la naïveté qui me caractérisent, que voilà, elles ont quand même dû montrer patte blanche au niveau de la GDPR et chez nous au niveau de l'autorité de protection des données, qui, à mon avis, pour ce genre de choses, doit quand même être un peu tatillonne. Oui, je pense aussi, et les médecins eux-mêmes, ils sont quand même assez regardants en général sur les outils. Enfin, ils se posent aussi beaucoup de questions, je pense, sur l'outil informatique de manière générale. Et justement, c'était un des sujets qui m'a interpellé dans cet article aussi, c'est qu'il disait que les médecins, justement, n'étaient pas aussi informés que ce qu'on s'attendait à ce qu'ils le soient, qui n'ont pas lu les terms and conditions du contrat quand ils ont signé Doctolib, et que parfois il y a des surprises côté médecin. Un exemple qui était donné, c'est je prends rendez-vous chez mon médecin généraliste par téléphone et je reçois quand même la veille un SMS de Doctolib qui me dit rendez-vous demain, alors que j'ai pas pris rendez-vous par Doctolib, parce que le médecin de son côté encode dans Doctolib. Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, bien sûr, ils s'en servent comme d'un Outlook évolué, quoi. Je veux dire, c'est un agenda, quoi. Et ça gère leur agenda. Et si toute l'information n'est pas dans l'agenda, ben forcément, à un moment donné, ils vont avoir un souci de gestion de leur temps. Donc, voilà. Et ce qui fait que cette start-up, parce que c'est une grande start-up, se retrouve dans la une de l'info assez souvent en France. Il y a énormément de gens qui utilisent ça. Il me semble avoir lu quelque part, je ne retrouve pas dans l'article là, 2 Français sur 3. Enfin, c'est massif. Oui, c'est énorme.
Et c'est une des startups qui est évaluée à plus d'1 milliard de dollars avec Deezer, avec Blablacar, ce qu'on appelle une licorne dans le monde des startups. Donc voilà, c'est une grosse société. Donc voilà, on vous invite à aller parcourir cet article. Le lien, comme je le disais, est dans le nôtre d'article sur lestechno.be ou en description de la vidéo sur YouTube. On en est à la lettre N comme Netflix. Netflix qui abandonne la période d'essai de 30 jours. Certains en étaient friands. Un peu trop. Peut-être un petit peu trop. Et Netflix s'en est rendu compte du coup. On va fermer le robinet un petit peu. Voilà. Donc en fait, depuis maintenant, je crois, une petite semaine. Je crois que ça s'est passé vendredi dernier. En Belgique, en France, en Grande-Bretagne et encore dans d'autres pays européens, la période d'essai de 30 jours que Netflix offrait n'est plus disponible. C'est fini. Donc, si vous voulez regarder quelque chose sur Netflix, il faudra mettre la main au portefeuille d'entrée de jeu. Par contre, pour continuer à prouver sans engagement ce que vaut la plateforme, Netflix continuera à proposer de manière gratuite et ponctuelle certains films, certains épisodes de séries, afin que la personne qui a envie de s'intéresser à la chose puisse au moins se faire une idée sans devoir vendre un rein directement. Enfin, bon, rappelons que Netflix n'est pas quelque chose qui est horriblement cher. Aujourd'hui, il y a, si je me rappelle bien, 3 forfaits, un à 8 €, l'un à 12 € et un à 16 €. Les 3 varient selon le fait que vous passez sur de la HD-, donc du 720, du 1080 ou de la 4K, et permet aussi d'utiliser l'abonnement sur 1, 2 ou 4 appareils différents. Il y a également des offres famille. Alors, par contre, il est un peu logique que, en tout cas sur le marché européen, Netflix fasse ce changement, parce qu'ils vont devoir s'aligner avec un concurrent qui leur fait un peu peur. C'est Disney+, qui va débarquer fin mars, et qui va probablement beaucoup plus changer la donne au niveau impact direct sur la clientèle que ne l'aura fait Apple TV+, qui lui finalement n'a... Je crois pas que Netflix a vu beaucoup de choses, surtout que la qualité des programmes et des trucs qui sont proposés par Apple TV+, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, j'ai pris l'abonnement parce qu'il était offert avec un téléphone qu'on achetait au boulot pour essayer. Il y avait un abonnement d'1 an qui était offert. J'ai passé 2 heures dessus. On fait vite le tour, on va dire. On fait vite le tour, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, même Amazon Prime, qui pourtant peut parfois paraître comme un foutoir indescriptible quand il s'agit de retrouver ces jeunes là-dedans, offre quand même des trucs vachement plus sympathiques. Il y a des séries Amazon Prime qui sont bien. Ils ont bien fait de notre série une de nos séries favorites, à Marc et moi, c'est Expanse. The Expanse, oui. Qui a été racheté, qu'ils ont récupéré, c'était Sci-Fi qui produisait ça. Et ils l'ont sauvé, donc c'est très bien, bien vu. Oui, et puis bon, ils ont produit autre chose qui sont tout à fait honorables. Ils ont produit American Gods, l'adaptation du comics de Neil Gaiman, qui est juste fabuleuse. Pour l'instant, ils sont en train de produire Picard, qui s'annonce très bien aussi. Il y a déjà 4 épisodes. Si vous avez envie, franchement, allez-y, ça vaut la peine. Donc non, franchement, ils font des belles choses. Parfois, ils font des trucs un peu moins inspirés, mais... Bon, ici, le sujet, c'était Netflix, en l'occurrence. Mais bon, c'est parce que finalement, Disney+, tout le monde sait que Disney+, le truc qui a allumé tout le monde, c'est The Mandalorian. C'est passé au statut de série la plus piratée au monde en l'espace de quelques épisodes. Et il est intéressant de remarquer que suite à la sortie de Mandalorian, que Disney avait décliné aux États-Unis en épisodes hebdomadaires, Netflix a commencé et Amazon ont commencé à faire la même chose pour rester cohérent. Par exemple, sur Amazon, Picard, c'est 1 épisode par semaine. Il n'y a plus question de faire du gros binge-watching comme on faisait avant. C'est amusant de voir le truc évolue.
toutes les séries ne s'y prêtent pas au binge-watching aussi. C'est une question aussi et d'époque aussi, probablement, clairement. Tu parlais de Disney. Binge-watcher d'Eric, par exemple, ça doit être amusant. Ça s'appelle une cure de sommeil. Par exemple, j'y pense. Tu parlais de Disney+, oui, ça arrive en France très vite, au mois de mars, 24 mars. En Belgique, il va falloir encore attendre un petit peu, la date a été décalée. Sans doute question de droit. De droit et sans doute de langue aussi. Probablement. Ça doit être aussi un petit problème. La souris ne parle pas flamand. Peut-être. La souris et tous les autres. Affaire à suivre, comme on dit. Je donne un tout petit coup d'accélérateur pour terminer cet épisode dans des délais raisonnables, on va dire. Parce que oui, on en est déjà à la lettre W. W comme oui mais non. C'est par là que s'achèvent nos épisodes traditionnellement. En tout cas, beaucoup d'entre eux, vous le savez. Le oui mais non, c'est quoi ? Je le répète pour ceux qui découvrent. C'est la news un petit peu décalée, qui sort un petit peu de l'ordinaire, technologique évidemment, puisque nous sommes dans les technos, et auquel on croit peut-être pas trop, ou qui nous fait rigoler, ou qui est voilà, c'est ça l'idée. On en a deux des ouais mais non cette semaine, c'est pour ça que je donne un tout petit coup d'accélérateur, d'une part à Marc et d'autre part à Sébastien. D'abord à Marc avec ce titre, ce top moumoute du smartphone en 2020. C'est du titre Marc. C'est du titre Marc. Stouquette et moumoute, c'est Marc. Ok, voilà. Stouquette, moumoute qui n'est pas grave. Voilà. On va y arriver. En fait, tu as ton titre pour... Oui, je pense. Voilà. Donc, sur les mots-clés, je suis pas sûr que Google va tout comprendre, hein, mais bon. Ne me tente pas. Donc, pourquoi ne pas pouvoir avoir un téléphone portable avec un cadran ? C'est le truc quand même totalement improbable. C'est ce que s'est dit une ingénieure en optique de précision spatiale, une dame qui s'appelle Justine Haupt. Et si vous voyez l'objet, c'est totalement what the fuck, c'est totalement improbable. Elle a créé, à partir d'un vieux téléphone à clapet LG, son propre téléphone qui ne fait, alors c'est étonnant, que téléphoner. C'est dingue. C'est tout. Et donc, elle a voulu, en fait, faire une sorte de aider à la constellation des fonctionnalités que nos téléphones nous offrent aujourd'hui et dont finalement téléphoner n'est plus qu'une partie infime. Elle a voulu se recentrer sur le principal et elle a développé son propre téléphone. Alors c'est parti comme un side project, comme un gag, mais finalement elle s'est rendue compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, donc elle en a fait un truc un peu plus abouti, un peu plus élaboré. Elle a imprimé une coque en 3D, elle a fait designer un PCB sur mesure, et donc finalement on a un appareil qui tient dans la poche, qui a une grosse antenne bien moche, qui rappelle fort les téléphones portables des années 90. Oui. C'est franchement les télécelles, les trucs qui pesaient 4 kilos avec 30 minutes d'autonomie. Ouais. C'est vintage à crever, c'est un truc que tous les hipsters vont vouloir demain. Ouais. C'est pas mal parce qu'en plus, elle met sur son site les plans, les schémas, les trucs de modélisation, le code source qu'elle a utilisé pour l'appareil. Et vous avez donc ce gros, je ne sais même plus comment on appelle ça. Un pavé. Non, c'était un rotary dial, enfin ce numéroteur, ce gros numéroteur qui trône dessus, avec quelques boutons tactiles qui permettent quand même de présélectionner des numéros pour pouvoir les appeler. Parce que à la fin, tu vas te taper une tendinite à la fin de la journée si tu téléphones beaucoup, donc c'est quand même pas mal. Voilà, c'est un truc assez improbable, mais quand j'ai vu passer l'info, je me suis dit, ça, il faut qu'on en parle parce que c'est juste magnifique. Et alors, allez voir sur son site, elle explique toute sa démarche, tout ce qui l'a amené à faire ça. Et si vous avez envie de vous amuser à refaire le truc, alors elle propose le kit do-it-yourself, mais il n'est pas impossible qu'un jour, vous voyez débarquer des téléphones chinois qui ont cette tronche-là. Ça va revenir, à mon avis, le cadran. Il faut faire revenir ce truc, c'était trop chouette. Cadran, voilà. Oui, c'est le cadran. C'est juste magique. Moi, j'ai parlé du cadran il n'y a pas tellement longtemps à des gens qui ont la moitié de mon âge. Ils ne savaient pas ce que c'était. C'est dingue. Ils ne savaient pas ce que c'était. J'ai dit, mais vous avez quand même bien vu des vieux films à la télévision où il y a des cabines publiques avec des cadrans. Et alors, ils me parlent des touches. Ouais, avec des touches. Non, un truc rond qu'il faut. Ça fait très. C'est trop moderne. C'est dingue. Il n'y a pas longtemps, je suis allé visiter, je suis retourné au musée du train à Bruxelles. Il y avait une exposition d'Elvo, soit. Et il y a des endroits où ils montrent les anciennes cabines
avec les opérateurs qui vendaient les tickets, les anciens Bien sûr. guichets. Et il y a des téléphones à touche. Et il y avait des gamins, il y a des bidules comme ça, quoi, qui regardaient ça avec des yeux et leurs parents essayaient de leur expliquer. Et tu vois vraiment que ça percutait pas, quoi. Il est où l'écran? Où est ton Oui, chou- c'est ça. Et c'est où est-ce comment on qu'on fait touche des chiffres avec ça. C'est pourquoi il faut tourner. Pourquoi ces trous, il faut la tourner. Ça me rappelle ma première application que j'ai téléchargée quand j'avais un iPhone. À l'époque, c'était iOS 2 avec le premier App Store. C'était un cadran sur l'écran touch. Donc, je pouvais faire un dial avec un cadran. Je ne sais pas si l'appli existe toujours. Faut pas chercher. C'est pas mal. Donc, si vous êtes nostalgique du cadran, Il y a moyen. Est-ce qu'il faisait le bruit aussi? il y a moyen de le faire. Je me souviens plus du bruit, mais il fallait ça. Quelque chose. Ce qui n'est pas facile à faire sur un écran touch quand tu n'as pas d'encoche pour aller mettre les doigts. Oui, parce qu'en plus de ça, l'encoche, c'est ça qui donne le numéro. Bah, évidemment. Ah là 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 là, quelle époque. Je suis nostalgique tout d'un coup, mais bon, on va passer à la suite, quand même. Oui, mais non. Oui, mais non. Celui de Sébastien, cette fois. De quoi s'agit-il, Sébastien? Je te laisse présenter ton oui, mais non. Et peut-être un peu moins rigolo, celui-là. Mais il y a une organisation gouvernementale anglaise régionale qui s'appelle le ROCU. Je ne prononce certainement pas comme eux le prononcent, mais c'est le Regional Organized Crime Unit, donc un département de la police cyber anglaise, qui publie des informations à destination des parents en disant « Attention, si vous voyez cette liste de logiciels sur le PC de vos enfants, danger, parce que ce sont les logiciels qui peuvent être utilisés pour faire des choses illégales. » Alors du coup, ça a attiré mon attention et j'ai regardé cette liste de logiciels. Il y a Tor, le browser sécurisé qui permet d'aller sur ce qu'on appelle le dark web ou les sites non référencés sur le web. Il y a Kali Linux, qui est une distribution de Linux que tous les professionnels de la sécurité informatique utilisent, qui est une distribution Linux tunée pour faire des tests de pénétration, par exemple, ce qui est une activité normale en sécurité, d'essayer de rentrer dans un système. Il y a Metasploit, qui est une espèce d'énorme base de données de toutes les failles de sécurité recensées, connues dans toutes les versions de tous les logiciels, etc. Et la plupart des gens ont réagi en disant mais si c'est le... Ah oui, il y a encore autre chose. Il y a VirtualBox, le logiciel d'Oracle qui permet de faire tourner des virtual machines. Il y a Discord aussi. Virtual machines. Oui, Discord, qui est la messagerie sécurisée. Et évidemment, les professionnels de la sécurité sont montés au créneau en disant mais si ces outils sont sur le PC de votre ado, c'est pas nécessairement un hacker, au contraire, c'est qu'il s'intéresse à la sécurité informatique. Parlez-lui, encouragez-le. Oui, honnêtement, si je vois ça sur le PC de mon fils, je suis super content. Je sais qu'il aura du boulot pour le restant de sa vie. Donc voilà, un méga problème de communication. C'est pas parce qu'on comprend pas quelque chose que c'est dangereux. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que c'est souvent ce qu'on dit. Alors là, par exemple, le premier de la liste, Tor, souvent les gens disent « Oh là là, Tor !» C'est lié à une imagerie, enfin, à l'imaginaire, effectivement, le dark web, tout ça, c'est sombre, c'est noir, etc. C'est vrai que ça a des côtés sombres, on va pas s'en mentir, mais c'est quand même l'opportunité aussi, par exemple, pour des dissidents chinois de communiquer avec l'extérieur. Exactement. Voilà, c'est le côté positif. Il faut voir le côté positif des choses aussi, tout de même. Ça sert à rien de diaboliser inutilement. C'est juste, il faut expliquer, il faut parler. Oui, ça oui, mais... L'étape suivante, c'est dire si vous avez un laptop, votre enfant est un terroriste potentiel. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Ne laissez pas des outils informatiques dans les mains de vos enfants. Mais non, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut les éduquer. S'il a un téléphone à cadran, c'est pas un cyberpunk. Enfin voilà, c'est assez particulier comme type de communication, mais voilà. Bon. Ce qui nous amène à la fin de cet épisode 246, avec un tout petit problème de son, toujours du côté de Sébastien. On a eu un peu de souffle, mais il faut dire qu'on a galéré aujourd'hui pour enregistrer cet épisode, et on est bien content d'avoir eu Sébastien avec nous, malgré tout les problèmes techniques qui sont encore à régler de ce côté-là. Ça arrive de temps en temps, c'est pas tous les jours qu'on a ce type de petits soucis. Je pense que tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait. Ton message est bien passé, il n'y a pas de souci. Merci à Marc également d'avoir participé à cet épisode. On se retrouvera évidemment très prochainement. Je ne sais pas quand, j'ai pas le planning sous les yeux, mais c'est pas fort grave, parce qu'on sait que ce sera prochain. Donc voilà, c'est déjà bien de ce côté-là. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, les pouces vers le haut, les petites étoiles sur les applications de podcast habituelles, les commentaires sont les bienvenus également. Et puis on se dit à très bientôt pour des hors-séries et puis d'autres épisodes hebdomadaires. Salut les gars, à très bientôt. Salut. À bientôt, bye bye.